Vraiment très heureux d'avoir pu organiser cette conférence. Il y a un moment que ça nous trottait dans la tête. Donc voilà, c'est enfin réalisé. Grâce à la collaboration, la vôtre, de la famille, on y reviendra, mais aussi donc des services. Le musée de la Haute-Auvergne avec Colette Bonny, qui s'est beaucoup investie, bien évidemment. Également Basile Jabrenot, notre médiateur, qui vous donnera très rapidement les prochaines animations du musée. Gilles Alvarez, donc directeur des archives et de la médiathèque de Saint-Flour. Et puis je dois aussi excuser la présidente de la Société des Amis du musée de la Haute-Auvergne aussi, qui est souffrante, qui ne peut pas être là, mais il y a de nombreux adhérents. Donc la SAMA est largement représentée. Merci en tout cas à l'association de toujours être présente pour aider à la logistique et à l'organisation de ces conférences. Donc je présente aussi les excuses de Pierre Jarnier, qui actuellement est retenu à Figeac pour un colloque sur les sites et cités remarquables, et notamment les enjeux du tourisme patrimonial. Vous voyez qu'il est important d'être présent dans ce type de manifestation. Merci à Alain Ricois, petit-fils de Camille Gandillon, gendarme, entouré des nombreux membres de sa famille. Donc on est vraiment très honorés de vous accueillir et puis de rendre hommage à votre ancêtre qui figure en bonne place dans notre cité, mais qui est peut-être pas suffisamment connu. Donc nous allons aujourd'hui réparer cet oubli. C'est le 70e anniversaire de la mort du poète, le 40e anniversaire de la remise officielle du fonds littéraire à la ville de Saint-Flour. Et de cette manière, les réserves du musée ont été enrichies. Et je passe la parole à Gilles. Merci. Bien, bonsoir à toutes et tous. Soyez les très bienvenus dans cette très belle salle patrimoniale. Pour les gens qui ne sont pas de Saint-Flour, je vous signale la fresque du pendu dépendu, qui fait partie de la légende de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est là-bas au fond. Vous pourrez la regarder avant de partir. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, comme Patrick par exemple, vous pourrez prendre le temps à la fin de regarder. Je sais que je peux lui dire ce genre de choses à lui. Vous pourrez prendre le temps de regarder dans les vitrines qui sont derrière vous le fonds Camille, enfin une partie du fonds Camille Gandillon gendarme, qui est conservé de manière absolument scandaleuse au musée de la Haute-Auvergne, alors que ça devrait être aux archives municipales de Saint-Flour, comme tout le monde le sait, n'est-ce pas ? Blague à part, nous accueillons donc ce soir M. Mollard, que voici, qui se dit historien et philosophe, qui est actuellement retraité et professeur à l'Université du Temps Libre, et accessoirement, sa dame m'a demandé de vous dire qu'il était tourangeau et marseillais. Voilà, c'est chose faite. Comme ça, tout le monde est heureux. Mireille vous l'a dit rapidement, donc c'est Monsieur Ricois qui est venu nous voir aux archives et au musée pour que nous parlions de Camille Gandillon gendarme. Nous avons évidemment sauté sur l'occasion. J'en profite pour vous dire que Monsieur Mollard est là ce soir à titre totalement bénévole, mais que si vous êtes très content de la... Non ? Ah bon. Mais que si vous êtes très content de la conférence, il y a une jolie petite boîte au fond qui est utilisée par la SAMA pour collecter des fonds pour la restauration des œuvres du musée de la Haute-Auvergne. Voilà, que vous dire de plus? Monsieur Mollard m'a gentiment passé son plan, mais je ne vais pas vous en parler pour ne pas déflorer le sujet, comme ça vous allez le découvrir au fur et à mesure. Simplement pour vous dire qu'il y aura des petits intermèdes dans la conférence où il y aura donc des lectures qui seront faites par les arrière petite fille de Camille Gandillon gendarme. Bon bref, Camille Gandillon gendarme était leur aïeul, donc. Que vous dire de plus? Si vous avez de petits dispositifs de communication. Bonsoir. D'être venus si nombreux, on va donc évoquer la grande figure de Camille Gandillon gendarme, mais je vais vous expliquer pourquoi nous sommes là ce soir, si vous les voyez. Il y a 60 ans exactement, nous étions en préparatoire à Montpellier, tous les deux, avec Alain Ricois, et j'ai été invité par Alain chez sa grand-mère en avril 1959 pour passer une semaine de vacances,
Et ce qui m'a fait connaître l'Auvergne à l'époque, la seule fois que je suis venu en Auvergne d'ailleurs, si vous voulez, et sa grand-mère m'avait laissé effectivement ce fameux livre que tout le monde connaît maintenant, et que je me demande comment ça se fait que je l'ai encore en main, puisque je ne retrouve pratiquement aucun de mes documents d'enfance et de jeunesse, et j'ai toujours conservé ce livre-là, si vous voulez. Et voilà ce que sa grand-mère m'écrivait en me donnant ce livre. Je vous offre ces poèmes du grand-père d'Alain, en souvenir de vacances passées ensemble dans sa maison. Elles vous aideront à comprendre l'Auvergne, et particulièrement sa qualité froide malgré son ciel méditerranéen. Vertuaire, Cantal, avril 59. Et quand nous nous sommes retrouvés avec Alain, c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit à côté de moi, puisqu'effectivement, nous nous sommes retrouvés tout à fait par hasard il y a quelques mois. J'ai eu cette idée, parce que c'est vraiment une idée, si vous voulez, un peu saugrenue, j'ai cette idée de faire une conférence sur le grand-père. Si vous voyez, effectivement. Donc je vais essayer de parler avec vous. Je n'ai aucune qualité, je vous le dis tout de suite, pour parler d'un poète auvergnat, parce que je ne suis pas auvergnat, absolument pas, et je ne suis pas poète non plus, si vous voulez. Je suis essentiellement philosophe et historien. Bon, je vais essayer de ne pas trop faire de philosophie et pas trop faire d'histoire, si vous voulez, mais parce que c'est ce qui m'intéresse, et on va essayer ensemble de découvrir ce personnage qui est quand même étonnant et important. Alors, première question que je me suis posée, en introduction, pourquoi cet homme-là qui a fréquenté la plupart des grands poètes que nous connaissons tous du début du siècle, fin du 19e, début du 20e siècle, qui était passionné par la poésie, pourquoi n'est-il pas plus connu que régionalement, si vous voulez? Puisqu'il est moins connu sur le plan international et moins connu sur le plan national, mais parce qu'il a eu un choix à faire. C'est un choix difficile. Je pense qu'il avait deux possibilités. Soit il se consacrait totalement à son art, il devenait un poète, et je pense qu'il aurait, c'est ce qu'il aurait voulu faire, je le pense, puisqu'on ne sait pas trop, si vous voulez, ou il continue à mener une vie que je dirais bourgeoise, entre guillemets, c'est-à-dire il s'est marié, il a eu 4 enfants, hein, il y a des descendants qui sont là ici ce soir, si vous voulez, effectivement, et il a eu ce choix à faire, et effectivement, quand on étudie sa vie, il est né en 1971, je le rappelle, il est mort en 1948, on va reparler de cette période quand même assez extraordinaire tout à l'heure, si vous voulez, et il a eu un choix à faire, il a fait ce choix, c'est-à-dire effectivement de mener une vie classique et bourgeoise jusqu'au bout, jusqu'à sa retraite en 1936, en écrivant, et en étant poète, en écrivant aussi beaucoup de chroniques, effectivement, puisque on pense que ça représente presque 25 volumes de chroniques, si vous voyez, sur tous les sujets, si vous voulez, et surtout, il voulait être reconnu comme poète, hein, bien que lui parle je suis un obscur poète, si vous voyez, donc effectivement, mais il voulait, c'était quand même sa vocation, si vous voulez. Et parallèlement à ça, il mène une vie tout à fait classique, tout à fait ordinaire. Il travaille, on va le voir, il était professeur d'allemand et d'anglais. Ensuite, il a été rédacteur à la mairie de Paris. Et ensuite, conseiller et rédacteur au Conseil de Paris. Si vous voulez, donc une vie tout à fait classique. Et en 1936, quand il prend sa retraite à 65 ans, ben, il ne fait que de la poésie. Et là, tout son art, effectivement, va sortir. Et c'est ça que j'ai essayé de comprendre au départ, parce qu'effectivement, alors, en plus, on peut, même en fouillant, par rapport à des gens comme Colette, Anna de Noailles, Cocteau, qui ont été des gens qu'il a fréquentés, avec qui il était proche, si vous les voyez, qui sont des gens du milieu, on dirait de nos jours, du showbiz, si vous voulez, du milieu. C'est pas un homme de scandale, c'est pas un homme people, comme on dirait de nos jours, si vous le voyez. Et effectivement, donc il a ces deux vies qui sont quand même intéressantes, si vous voulez. Alors je vais vous proposer, je vous rassure tout de suite, 6 parties, mais elles sont synthétiques. Hein, je vous rappelle tout de suite, pour essayer de mieux comprendre cet homme, si vous le voyez. Bon, la première, pour certains, ça va être une redécouverte, pour certains, je vais parler de ses années de jeunesse et de sa formation, si vous voulez, effectivement. Et on a, avec Alain Ricois, on a résumé ça en une phrase: de la Vigerie à Berlin, en passant par Murat, Saint-Flour, Clermont-Ferrand et Bordeaux. C'est vraiment tous les lieux où cet homme-là est passé, si vous le voyez. Et on a vraiment l'impression qu'il s'est mis en route et que c'est un homme de route, si vous voulez. Voilà, donc c'est ma première partie. Et là, j'ai demandé à Alain de nous lire ce fameux poème qui, justement, s'intitule « En route ». Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent La Route,
pour moi, c'est un souvenir assez fort. Il se trouve que, bien que plutôt du génie rural, j'ai fait une partie de ma carrière au ministère des Ponts et Chaussées, et j'ai eu l'occasion d'introduire ce poème dans les annales du Conseil général des Ponts et Chaussées. Je vous lis cette route, et je pense qu'il est d'actualité aujourd'hui quand on parle des pays qui se vident et des attractions des cités. La route, comme une corde au flanc d'un vaincu, cette route asservissant le paysage profané s'imprime en les prés verts du Val où je suis né. Pour qui la trouve utile, elle est belle sans doute. Je la hais. Sous la silencieuse voûte des grands arbres, le vieux chemin abandonné où si longtemps ceux de ma race ont cheminé. Comme il était plus sûr que toi, facile route, abrupte ou tortueux, pour mieux décourager le départ sans raison vers des ciels étrangers. Il voulait nous garder, et tu veux, route dure, implacablement droite et sans aspérité, nous précipiter tous au gouffre des cités. Et le sang auvergnat fuit par cette blessure. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Et mes amis des ingénieurs des ponts, je ne sais pas s'ils ont vraiment apprécié. C'est d'actualité, d'ailleurs ça C'était permet... la réponse du génie rural aux ponts et chaussées. C'était une belle bataille qui est finie. Maintenant, il n'y a plus que des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Et je ne sais pas si vous avez entendu, c'est une poésie très dure. Hein. C'est pas une poésie sentimentale. Hein. C'est pas une poésie, c'est pas un romantique, Gaillon Gendarme. Hein. C'est très dur. C'est un parnassien, pur et dur. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est la forme, comme les parnassiens. C'est-à-dire, on est avant le symbolisme, si vous voulez, effectivement. Et le modèle, c'est le comte de Lille. Il va être jusqu'à la fin de sa vie, il va être fidèle. Mais on sent bien que par moments, il est attiré aussi par la progression symboliste. Avec Jean Moréas, par exemple, qui était un ami, qu'il a fréquenté, si vous voulez. Alors, Jean Moréas, c'est un symboliste. Vous savez, je vous rappelle la différence entre les deux, c'est que les parnassiens s'occupent essentiellement de la métaphysique, de la forme. Si vous voulez, entre le sensible, l'intelligible et le spirituel, les parnassiens s'intéressent à la forme, hein, à la forme des poèmes, si vous voulez. Et on voit bien que c'est la forme qui l'intéresse plus que le sentiment, si vous voulez. Les parnassiens sont contre les romantiques, et bien sûr n'aiment pas beaucoup les symbolistes parce que les symbolistes veulent revenir au romantisme, si vous le voyez. Donc il faut bien expliquer pourquoi, parce qu'on reproche quelquefois la dureté de ces poèmes, si vous le voyez, mais c'est une dureté voulue, naturelle, si vous voulez, parce que lorsqu'on s'intéresse plus à l'intellect des choses et à la forme, si vous le voyez, puis je rappelle au passage, parce que c'est important, la forme c'est l'idée aussi, vous voyez. L'idée, pour Platon, devient la forme chez Aristote sur le plan philosophique, parce que c'est le même mot en grec, idéos, vous voyez, donc effectivement. Mais l'idée, pour Platon, elle est au-delà du réel, alors que pour Aristote, la forme est dans la partie humaine que nous sommes. Ça, nous avons une partie sensible et une partie intelligible. Et on sent bien là cette façon de dire, parce que ça a été reproché un petit peu, si vous voulez, entre guillemets, avec Jean Jamin, de dire, c'est pas. Henri Pourrat, qui l'aimait beaucoup, dit, il n'a jamais parlé d'amour. Et c'est vrai que ce n'est pas un sentimental. Il est peut-être, lui, dans sa vie, mais il n'est pas sentimental, c'est la forme qui l'intéresse, c'est un pur parnassien. Alors, je voulais vous dire aussi un petit mot sur, parce que c'est intéressant de le rappeler, si vous voulez, il est un peu déçu dans ses études parce qu'il est boursier, je pense que certains le savent, et il aurait voulu avoir l'agrégation de lettres. Ce qui l'intéressait, c'était effectivement... C'est un homme de lettres, il aurait voulu. Or, il ne va pas pouvoir aller jusqu'à l'agrégation parce que son père meurt à 63 ans, brutalement, et donc il se trouve obligé de travailler pour survivre, si vous voyez, effectivement. Mais il va faire du droit. Il va faire du droit, ce qui va compenser. Et dans une période difficile, qui est la période, vous savez, entre 1870 et 1914, si vous voulez, entre l'Allemagne et la France, il n'y a plus de relations. En universitaire, il n'y a plus de relation du tout, si vous le voyez, effectivement. Or, cet homme-là va s'intéresser non seulement à l'Allemagne, mais à l'Angleterre, puisqu'il va être pendant 2 ans à Londres, mais il va devenir un remarquable traducteur, puisqu'il va
il va être professeur d'anglais, professeur d'allemand à l'École supérieure de commerce de Paris, et un remarquable traducteur, puisqu'il va traduire un livre remarquable que j'ai d'ailleurs, que Alain m'a passé, qui sont les institutions anglaises, sur à la fois ce qu'est le monarque et ce qu'est le Parlement, un remarquable travail, et il a également traduit de l'allemand sur les institutions allemandes, si vous voulez. Donc, effectivement. Donc, en fait, il est contrarié, cet homme-là, dès le départ, si vous voulez. Il se voyait plus poète dès le départ, plus homme de lettres, et il se voyait agrégé de lettres, et pouvoir coller dans le et donc il va faire son droit, et il va être orienté, si vous voulez, d'un coup dans un domaine qu'il n'avait pas prévu, si vous voyez. Hein. Alors, il a eu aussi, ça il faut le dire parce que c'est quand même extraordinaire, il a eu en terminale, Henri IV à Paris, Bergson comme professeur, le grand philosophe Bergson, effectivement, c'est important, si vous voulez. Et là, il y a une anecdote qu'il raconte lui-même, qu'il aimait raconter à ses amis, si vous voulez, parce que dans sa classe, il avait Jarry comme condisciple. Donc, effectivement, Jarry, le père du but, si vous le voyez, effectivement. Et Jarry arrivait souvent en retard. Et un jour, il arrive en retard, et Bergson lui dit, Monsieur Jarry, parce que Bergson parlait toujours à ses élèves de cette façon-là, Monsieur Jarry, asseyez-vous, trouvez une place. Et Jarry lui dit, mais monsieur, il n'y a pas de place. Si vous voyez, ben, débrouillez-vous, mais trouvez une place. Et il y avait un autre élève qui s'appelait Videcoq-Vély. Et il dit, alors Jarry dit, avec vous, monsieur, j'ai trouvé, je vais m'asseoir entre Videcoq et Vély. Voilà, c'est ça. Et Gandhi Jamal, c'était souvent ça, parce qu'effectivement, ça amusait toute la classe, si vous voulez. Alors, quand on connaît Bergson, ça a profondément impressionné cet homme-là, parce qu'il faut avoir une personne comme professeur en terminale, c'est quand même assez extraordinaire, si vous voulez. Voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, au départ, sur l'homme. Hein. Mais l'homme, ça vaudra peut-être la peine, je l'ai dit tout à l'heure en aparté, à partir de ces cahiers, d'essayer de trouver... Parce que c'est assez étrange, on a une connaissance publique de l'homme, mais on sait peu ce qu'il était vraiment, si vous voyez. Je me suis interrogé, il est né en 1871. Bon, il n'a pas connu la Commune de Paris, mais disons que c'est le début de la Troisième République, hein, avec les difficultés que nous savons, mais qui va se conforter de plus en plus. Et il meurt en 1948. 1948, c'est l'indépendance de l'Inde, c'est la fondation de l'État d'Israël. Et entre les deux, on a la séparation de l'Église et de l'État en 1905, on a 2 guerres mondiales terribles et qui l'ont profondément marqué, puisqu'on a beaucoup de poèmes qui sont sur la guerre de 14-18, si vous le voyez. On a le Front populaire, vous ne pouvez pas ne pas marquer un homme comme lui, si vous le voyez, effectivement. Et ensuite, la débâcle et la période de Vichy de 1940-1944. Il a vécu tout ça, si vous le voyez, effectivement. Et c'est vrai que je ne dirais pas plus parce qu'on n'a pas d'éléments. Si vous voulez, on n'a pas d'éléments. Pour la plupart des historiens et des poètes, on arrive à situer à peu près parce qu'ils ont souvent laissé des mémoires. Donc on a créé. Or, on a peu d'éléments. Seulement tout à l'heure, en relisant, justement, je vous conseille de regarder aussi ces cahiers. Là, on voit effectivement dans ces cahiers, il parle de la monarchie, il parle de la République, il parle de retour à la terre. Ça serait intéressant. Ça demanderait une autre conférence. Oui, effectivement. Alors, maintenant, on va parler, parce que c'est le plus important, la troisième partie que j'appelais amoureux de l'Auvergne. C'est un homme qui est amoureux de l'Auvergne. Un seul exemple. Quand il est à Londres pendant 2 ans, responsable de l'agence Reuters, hein, toujours comme travail, si vous voulez. Ben, il écrit un poème sur le Puy-Marie, et il écrit un poème sur la vallée de la Santoire. Et il a fait d'ailleurs ça, la vallée de la Santoire, vue de Westminster, si vous voulez. Donc, dès le départ, cet homme-là, il a une passion, une attirance pour sa terre, si vous voulez. Et différemment d'un Mistral, par exemple, c'est la terre auvergnate idéalisée, mais reconstituée telle qu'elle n'est pas du tout imaginée, si vous le voyez, effectivement. Et toute sa vie va la consacrer ensuite à faire l'apologie de l'Auvergne, si vous voulez, incontestablement. Et là, j'ai un exemple, vous êtes là, je vais chercher, un des meilleurs exemples qu'on puisse avoir, c'est ce poème sur Saint-Flour, La Cité du Vent. Rebonsoir. Pardon. Donc c'est certainement le poème le plus connu par ici de Camille Gandillon Gendarme, à tel point que beaucoup de gens parlent de Saint-Flour comme la Cité du Vent ou la Cité des Vents, sans même savoir que c'est Camille Gandillon Gendarme qui lui a donné ce surnom. C'est un poème assez noir,
Il faut remettre dans le contexte, parce que quand on parle d'histoire, il faut toujours le remettre dans le contexte. Oh, je vois Valérie. Elle a appelé sa librairie la Cité du Vent. Elle est là. Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, le contexte. Le contexte, c'est qu'on est donc sur la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et il est absolument certain que Camille Gandillan-Gendarme a eu accès au travail des historiens de l'époque sur la ville de Saint-Flour, notamment Marcelin Boudet, qui est un des très grands historiens de Saint-Flour sur cette période-là. Et donc, qu'il a vu la perception un peu, peut-être un peu trop romantique, mais en tout cas très magnifiée et guerrière de Saint-Flour pendant la guerre de Cent Ans. Je pense que ce poème parle un peu de ça. La Cité du Vent. Salut à toi, Saint-Flour, âpre cité du vent. Ce vagabond de la planète désertique, thème d'un vieil amour farouche et décevant. Ô guerrière qui meurt sur ton roc basaltique. Depuis les sombres soirs jusqu'au soleil levant, il rôde au carrefour ton amant fantastique. N'entends-tu pas claquer lorsqu'il va s'énervant aux angles de tes murs son manteau frénétique? N'entends-tu pas sa voix brutale et ses sanglots, et sa plainte pareille à la plainte des flots? Ah, c'est qu'il t'a connu au temps où tu fus belle, et dans le plein orgueil de ton rude destin, lui qui ne vieillit pas s'afflige à ton déclin. Le vent pleure à jamais ta gloire, ô citadelle. Merci. Merci. Et on voit là encore que la forme est très importante. C'est la forme qui domine et non pas les sentiments. C'est pas le sentiment. Alors, c'est incontestablement une fascination pour la terre auvergnate. C'est une véritable fascination. C'est-à-dire, la plupart de ces poèmes, je pense que vous les connaissez tous, mais que ce soit le premier, Fresque et médaillon, et le deuxième, ça tourne toujours autour de l'Auvergne. C'est toujours l'Auvergne. Et il y a dans l'Auvergne un moment essentiel et important, que vous connaissez peut-être, c'est la bataille du Puy-de-Dôme. Il y a eu une période où effectivement on voulait faire du Puy-de-Dôme, les affairistes comme ils les appellent, voulaient faire du Puy-de-Dôme un endroit touristique extraordinaire, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre des moyens financiers importants pour créer des hôtels, etc. Ils sont qui dénaturent le Puy-de-Dôme, et ça va être une véritable bataille, d'ailleurs qu'on retrouve maintenant sous la forme d'un livre, si vous voulez, effectivement, avec des gens comme Henri Pourrat et lui surtout, et c'est surtout lui, dans ce livre-là, c'est lui qui écrit la plupart. Donc là, c'est pas le poète qui s'exprime, c'est le littérateur, si vous voyez. Et dans la bataille du Puy-de-Dôme, je ne vais pas vous lire un des passages importants, mais je vais vous dire quelques phrases où il répond au docteur Cagny, qui est à l'époque le responsable du tourisme régional, qui était donc une personne importante, si vous voulez, et qui défendait le point de vue, effectivement, de l'amélioration du Puy-de-Dôme, si vous voulez, et que quand Jean-Marc trouvait que c'était scandaleux, Et alors, Cagny, dans ses discours, rappelait toujours, nous sommes des hommes d'affaires, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que l'Auvergne soit mieux connue, soit mieux appréciée, qu'on puisse aller plus facilement au sommet du Puy-de-Dôme, plutôt que d'avoir cette difficulté de passage, etc. Si vous voulez. Et il dit, et le docteur Cagny dit, ce sont tous les littérateurs, poètes et littérateurs n'ont rien compris, si vous voulez. Et on voit ce que répond Gandillan-Gendarme dans Les rêveurs, entre guillemets, avec point d'interrogation, contre les affairistes, si vous voulez. Et une nouvelle campagne pour le Puy-de-Dôme commença dans la presse. Les affairistes, alors c'est pour dire, vous allez voir la dureté, c'est pas seulement la dureté dans les poèmes, c'est là aussi, si vous voulez. Les affairistes, leurs suppôts, quelques petits politiciens d'esprit épais, haussèrent les épaules et ricanèrent. Ah, ces poètes, toujours dans la lune, ces artistes exaltés par l'art, ces littérateurs assoiffés de réclame, ils en font du battage. Ils ne comprennent rien aux réalités économiques, aux nécessités du tourisme moderne. Qu'on fasse taire ces rêveurs. Alors, et après avoir dit ça, il dit, messieurs les affairistes, heureusement que nous sommes des rêveurs, parce que si on n'avait pas rêvé l'Auvergne serait vendu à l'encan, si vous voulez. Et ça, c'est tout à fait, c'est un combattant, un véritable combattant. Et tout le livre, c'est ça, si vous voulez. C'est-à-dire, effectivement, il défend son pays, mais avec acharnement, parce que c'est son pays, si vous voulez. C'est une fascination pour son pays. Pour l'Auvergne, c'est incontestable, si vous voulez. Alors,
Cette fascination, elle va bien sûr trouver une autre façon de s'exprimer, c'est ce que j'appelle moi l'ancrage familial. C'est quelqu'un qui est ancré dans sa famille. Beaucoup de poèmes sur ses aïeux, beaucoup de poèmes sur son père, beaucoup de poèmes sur sa mère, si vous voulez. Donc, effectivement, c'est important. Hein, donc, sur sa grand-mère, sur son grand-père. Et on a choisi, pour vous montrer le style et la façon dont il en parle, on a choisi 2 poèmes, un où il parle du grand-père et un autre où il parle de la grand-mère. Et là, je vais donner. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, puisque c'est 2 de ses descendantes qui vont nous citer ces 2 poèmes-là, si vous voulez. Alors, on commence par le grand-père, peut-être. Par la grand-mère, oui. Un tout petit mot. Ce sont donc mes petites filles. Je suis leur grand-père. Et donc, elles m'ont récité un poème. L'arrière-grand-père de leur arrière-grand-mère. C'est extraordinaire. Mon grand-père. Il naquit que c'est loin, Louis XVI était roi. Il servit l'empereur dès son adolescence. Et peu s'en est fallu, pourtant, que devant moi, il n'ait narré ses souvenirs de vieille France. Je l'ai trouvé dans mon berceau, sous son vieux toit, tant la maison était pleine de son absence. Et grâce à lui, grâce au retrait des monts, je crois qu'en un passé lointain j'ai vécu mon enfance. Car vraiment, ce ne fut que 20 ans après lui qu'au village ancestral mourut l'ancien régime. Et suis-je pas d'alors autant que d'aujourd'hui? Ô mort, je le revois, notre veillée intime. Quelqu'un dit, sous la lune, au tranquille à l'eau, ce que l'aïeul contait du soir de Waterloo. Ma grand-mère. Coiffe sombre et d'un rouge, active montagnarde, parlant sec à ses fils, aux pâtres, aux faucheurs. Tôt debout, tard couchée, énergique et criarde, elle était dure à tous, bien que fût bon son cœur. De la vieille maison, c'était la sauvegarde, hospitalière aux pauvres, inflexible aux rôdeurs. À 83 ans, un soir d'août, la Camarde la supplie bougonnante, apte encore au labeur. Moi, je l'aimais. Que voulez-vous? Elle était née sous un ciel brusque, entre les pentes décharnées, du neigeux Cavaroc et du griot cabré. Dans le cirque fermé qui s'évrèche à Mandaille, plein de forêts, de rocs, de cendres, de pierrailles et de lave au creux du volcan effondré. Constitue un aspect de son personnage que j'appelais éclectique, parce qu'effectivement, il est à la fois professeur, on l'a vu, professeur à l'école supérieure de commerce de Paris, professeur d'anglais et d'allemand, c'est son travail essentiel. C'est un chroniqueur remarquable, hein, il va jusqu'en 1939 faire des chroniques dans des journaux, et en particulier dans le Journal de Paris, si vous voyez. Quand il était plus jeune, avant 14, il faisait partie d'une société qu'on appelait les Loups à l'époque, et qui faisait entre eux des hurles, et qui se réunissaient au Café Procope à Paris, si vous le voyez. Et ensuite, il va créer la veillée auvergnate, si vous voulez, qui va être un participant important, si vous le voyez, effectivement. C'est également un traducteur, on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez, donc un traducteur remarquable, si vous le voyez. Et c'est aussi un préfacier, c'est-à-dire que c'est ça qui m'a permis à moi de mieux connaître, parce qu'effectivement, on a tellement plus d'éléments sur l'homme qu'il était, qu'effectivement, grâce aux préfaces qu'il a pu rédiger, on comprend mieux l'homme qu'il était. Si tu veux bien me lire la préface. Attends, il y a une petite introduction, oui. Petites heures de Delphine Amen, préface de 1923, qu'il appelle L'abeille de Bugey. Moi, un obscur poète, un peu sauvage, je parle de miel. Le miel que je recevais n'était pas toujours du même goût, ni même de même couleur. J'imagine que dans ce pays, comme dans le mien, la couleur, le parfum et la consistance du miel varient suivant que c'est du miel des jardins et des vergers, du miel des champs ou des prairies, du miel des montagnes et des forêts. Il y a des miels blancs, comme la neige sucrée, des miels dorés, comme une confiture de soleil, aimez bien cette expression, le miel confiture de soleil, des miels bruns et forts comme une pâte aromatique faite de fleurs sauvages, de baies amères
et de glu résineux. Ce que je voulais, c'était vous montrer la différence entre le poète, qui est le parnassien, pour lequel c'est la forme qui est importante. Là, quand il fait cette préface, c'est un homme différent, si vous le voyez. On le connaît mieux, à travers ce qu'il dit, si vous voulez, parce que le livre qu'il a reçu, il appelle l'abeille du budget. Donc il dit, ça m'a permis d'ailleurs de connaître d'autres pays que l'Auvergne, puisque je ne connaissais pas le budget, l'abeille du budget, vous voyez ce qu'il dit, et là, je veux dire, il sort totalement du cadre poétique. Alors c'est assez intéressant pour nous, parce que c'est le poète qu'on connaît, c'est le grand poète qu'on connaît, si vous voulez. Or le grand poète, il est parnassien, il va être parnassien jusqu'à la fin de sa vie, si vous le voyez, et c'est pour ça que je vous le rappelais tout à l'heure, parce que c'est important, le Parnasse, c'est la forme et que la forme. Si vous le voyez, effectivement. Et là, on voit bien qu'effectivement, il se laisse aller. Il se laisse aller, que là, on a le sentiment c'est un sentimental qui parle, si vous le voyez. Dans une préface d'un livre, si vous le voyez, effectivement. C'est pour ça que je tenais à ce que tu le dises, parce que c'est important. Parce que je savais que tu aimais bien la formule, le miel. Il y a un poème sur le miel, voilà. La confiture de soleil. La confiture de soleil, c'est vrai que c'est une belle expression, si vous voulez. Alors, ça me permet de venir ici. On trouve dans ces poèmes, si vous voulez, beaucoup de belles expressions. C'est incontestable. Des phrases chocs. Alors j'en ai sorti quelques-unes. Hein. J'en ai sorti quelques-unes, pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas non plus trop prendre trop de temps, mais vous allez voir quelques-unes, si vous voulez. Donc, énigme de la mort, par exemple, cruauté des étoiles. Énigme de la mort, cruauté des étoiles, c'est dans le cimetière sur la montagne. Encore pour un soir, l'infini dans notre âme. Et là, on retrouve le Parnassien aussi. Ça, on le trouve dans Au seuil de la nuit. Vous voyez, on trouve le Parnassien, c'est toujours la forme qui est importante. Et puis alors, j'ai un passage que j'aime beaucoup. Il parle de Guynemer, le grand Guynemer, si vous le voyez. Et il imagine, en parlant de Guynemer, si vous voulez, il imagine Bayard, chevalier Bayard, ça peut être proche. 53 combats du Garigliano, dit Bayard. Vous voyez, il situe comme ça. Ça c'est très intéressant aussi parce que c'est le Gagnon Jambin, historien qu'on connaît peu, si on veut, mais c'est un véritable historien de l'Auvergne, si vous voulez. C'est un grand historien de l'Auvergne, si vous voulez, effectivement. Et là, on voit bien qu'effectivement, c'est vraiment ce qui l'intéresse, si vous voulez. Et il dit, toujours dans le même passage, si vous voulez, 53 combats du Bayard, stupéfait. Hein, donc il dit, stupéfait de cette victoire de Guynemer, et plaignant ta blessure, Jeanne, alors Jeanne c'est Jeanne d'Arc blessure, vous voyez, sur ton beau front, pose sa lèvre pure. Vous voyez, Jeanne sur ton beau front, pose sa lèvre pure. Vous voyez que là, ça c'est dans le poème pour Guynemer. Là, il sort un peu de son cadre de la forme, si vous le voyez. C'est un sentimental, là, si vous le voyez, effectivement. Alors, l'historien a été quand même quelqu'un de très important, parce qu'effectivement, c'est vraiment, on peut refaire l'histoire de l'Auvergne quand on n'est pas auvergnat, justement, à travers ce qu'il dit de l'Auvergne, si vous voulez, à travers le pape Gerbert. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui s'en souviennent, mais il y a eu un pape remarquable en l'an 1000, si vous le voyez, et pas seulement le pape Gerbert, donc beaucoup d'autres aussi, si vous le voyez, effectivement. Et je ne le retrouve pas. Voilà, Vercingétorix, tout le monde sait, c'est vrai qu'effectivement, Vercingétorix, c'est le héros parmi les héros. Hein. Et Bituite aussi, Bituite qui a été un roi, alors on ne sait pas trop si c'est un roi imaginaire ou non, si vous voulez, mais il avait fait tout un poème sur Bituite, si vous le voyez. Lafayette, bien sûr, puisqu'on n'est pas très loin, Lafayette, c'est pas très loin, si vous le voyez. Encore Alésia, encore Vercingétorix, si vous voulez. Gergovie, donc il revient constamment, si vous voulez. Or, il sait très bien que Vercingétorix, sans César, on ne parlerait peut-être pas de Vercingétorix, on sait très bien que César a fait de Vercingétorix ce qu'il est, pour pouvoir s'exalter lui-même, si c'est héros contre héros, si vous voulez. Mais malgré ça, il en parle comme un des héros les plus importants, si vous voyez. Et puis, effectivement, il a des mots très durs contre César, si vous voulez. Parce que Rome, contre les Celtes, si vous les voyez, effectivement. Donc à travers ces poèmes, on arrive à reconstituer l'histoire de l'Auvergne. Pour quelqu'un qui n'est pas auvergnat et qui est étranger à l'Auvergne, on peut reconstituer l'histoire de l'Auvergne, si vous voulez. Ça, je tenais à vous en parler aussi. Alors, maintenant, le poème.
Le poète, parce que c'est le poète qu'on retient le plus. Si vous voulez. Alors je ne vais pas revenir sur le Parnasse, parce que c'est très important, si vous voulez. Je vais revenir seulement sur 2 points. Sur les dédicaces. C'est très important. Je pense que pour lui, c'est très important, parce qu'on a 26 dédicaces essentielles. Ouais, pour des gens qui les précisaient, des gens qui l'aimaient, des gens comme Marie Pourra, des gens comme Canteloup, des gens comme Fonfert, des personnes connues ou moins connues, si vous voulez. Et à travers ces dédicaces, on sent très bien à la fois ces amitiés et son côté sentimental qui ressort. C'est-à-dire que le poème est toujours essentiellement de la forme, mais la dédicace indique qu'il veut dire autre chose, si vous voyez, qu'effectivement, il veut se laisser aller un petit peu sur le plan sentimental, si vous voyez. Donc, c'est très important ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un vrai parnassien. Hein. C'est-à-dire, effectivement, c'est la forme qui est importante, si vous voyez. Donc, il ne faut pas chercher ni le sentiment, D'ailleurs, il le dit quelque part, il dit effectivement, le poète n'est pas celui qui donne ses sentiments, c'est celui qui met en forme les choses, si vous voulez. Donc effectivement, et puis alors on voit apparaître surtout dans ces poèmes le sens de l'amitié. Donc on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'effectivement on n'en parle pas beaucoup, mais moi j'ai trouvé qu'effectivement il y avait vraiment énormément d'amitié pour les autres, si vous voulez, qui est très tourné vers les autres. Alors qu'on a l'impression, quand on ne le connaît pas, on a l'impression qu'on en a fait quelqu'un de rude. Tu m'as dit un jour, il était rude, il était austère, d'une certaine façon, si vous le voyez. Mais il y a vraiment un véritable sens de l'amitié qu'il faut quand même soulever, si vous le voyez, effectivement. Puis alors, je vais terminer par, puisque j'avais intitulé au départ Retour de Galet aux gendarmes, si vous voulez, parce que je ne savais pas très bien, à part le livre que j'avais lu, je ne savais pas très bien qui était Galet aux gendarmes, donc je voulais parler essentiellement des poètes autour du Galet aux gendarmes. Et puis au fur et à mesure de nos discussions, au fur et à mesure des documents que j'ai pu trouver, j'ai évolué, j'ai refait 3 fois mon plan. Et le plan que je vous propose aujourd'hui, c'est le plan définitif pour cette période-là, si vous voulez. Mais effectivement, je veux quand même en dire un mot. C'est-à-dire qu'effectivement, alors au départ, je vous le rappelle, au départ, il est en relation avec tout ce qui est connu comme poète et comme littérateur de la fin du 19e. Il est né, je vous rappelle, en 1871, fin du 19e et début du 20e. Tous les poètes que vous connaissez, tous les grands poètes que vous connaissez, tous les littérateurs, Cocteau, Colette, Anna de Noailles, il en parle avec beaucoup, par exemple, il apprécie beaucoup Anna de Noailles, si vous voulez, qui est née en 1876, qui est morte en 1933, si vous voulez. Donc, sa jeunesse, alors c'est là que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là qu'effectivement on se dit, mais il aurait très bien pu, par goût, continuer dans cette voie-là. Non, finalement, il va rentrer dans la vie active, hein, il va être professeur, chroniqueur, rédacteur à Paris jusqu'à la fin, jusqu'à sa retraite, si vous voulez, fonctionnaire, comme était beaucoup, hein, comme était Courteline, par exemple. Courteline est aussi rédacteur, si vous voulez. La plupart des grands poètes et des grands littérateurs de l'époque avaient un métier de fonctionnaire parce que ça leur permettait de travailler, de vivre, et puis en même temps de composer de la poésie ou de la littérature, si vous voulez. Alors, j'ai 9 personnes importantes en Auvergne, vous voyez, avec lesquelles il y a des relations suivies importantes. Et en dehors d'Auvergne aussi. Si vous voulez, en dehors d'Auvergne aussi, parce qu'on cite souvent, et c'est vrai, on cite souvent François Raynal, hein, qui est presque pas contemporain, mais qui est 1902-1964, et puis surtout Frédéric Mistral. Hein. Frédéric Mistral, avec lequel il a une correspondance suivie. Si vous voulez, ils sont différents. Hein. Je veux dire, moi, je ne les compare pas. Je les compare pas toujours, si vous voulez, entre Frédéric Mistral mais on a un peu tendance à le faire, si vous voulez. Moi, je pense que Frédéric Mistral est moins attaché à la terre que Galet aux gendarmes, mais effectivement, on les met souvent en parallèle. Ça vaudrait la peine un jour de creuser cette question-là, de voir effectivement jusqu'où on peut avoir des comparaisons, si vous voulez. Et là, on avait dit qu'on parlerait, si vous êtes d'accord, d'un poème sur un Henri Pourra. Parce que c'est quand même un des amis, c'est peut-être un des plus proches. C'est un grand auvergnat. Moi, je suis toujours d'accord. Alors, c'est intitulé Des ombres, et c'est dédicacé pour l'éternité à Henri Pourra. Minuit, tu dors sans doute, en ta calme Limagne. Là-bas, cher prisonnier des monts de Livradois,
Moi qui veille à Paris, j'évoque la montagne, un vieux chemin d'Auvergne, un ami d'autrefois. Et du passé qui fuit, la hantise me gagne. Ah, comme à nos dépens, chaque jour il s'accroît. Il prie Michalias, Léon Boyer, Lolagne. Leurs vers, une ombre d'eux, mais leurs yeux, mais leur voix. Te souviens-t-il du charme étrange de cette heure que nous vécûmes avec eux dans la demeure de Chabrier? Oh, sa musique dans la nuit. Oh, poésie, enchantement, tout s'évapore. Ceux qui devaient mourir s'éloignèrent sans bruit. Tout près, sur des cailloux roulés, pleurait la Dore. Merci. Je voulais terminer avec beaucoup de guillemets, beaucoup de précautions, si vous voulez, essayer de tracer un peu l'homme qu'on connaît pas très bien. C'est un chrétien convaincu, incontestablement. Un chrétien du Concile de Trente. On n'est pas avant Vatican II, c'est bien après sa mort, effectivement. Donc fidèle à cette église que de nos jours on parle traditionnelle, mais qui pour l'époque n'est pas l'église traditionnelle, c'est l'église telle que connue. Et Alain m'a passé justement une prière qu'il avait lui-même fait, une prière du matin, qu'il a d'ailleurs écrite par son épouse, Jeanne Mathieu, que je rappelle, que l'important de la grand-mère, c'est grâce à elle que je suis là ce soir et que beaucoup sont là aussi, parce qu'on m'a dit il faut surtout en parler, surtout parler de Jeanne Mathieu, parce qu'effectivement, elle est dans l'ombre quand même, incontestablement, elle est dans l'ombre, c'est vrai, et elle a été certainement une femme très importante pour lui et pour nous aussi, si vous voulez, donc c'est un chrétien convaincu. Donc, alors je me suis amusé pour vous rappeler aussi, si vous voulez, il a connu 6 papes. Et donc dans une vie, c'est pas beaucoup, si vous voyez, mais enfin, et en particulier, pour qu'on resitue bien aussi, pour la difficulté, et là je dis ça peut-être la peine de faire une autre conférence là-dessus, si vous voulez, il a connu le pape Pie IX, qui a été vraiment le grand pape du XIXe siècle, si vous voulez, et qui a été le pape anti-moderne par excellence, qui va entraîner tout. Donc ça a dû être, là aussi, très intéressant pour un homme comme ça, parce que l'Église est en conflit, à l'intérieur d'elle-même, entre les modernes et les anti-modernes, si vous voyez. Il a connu, alors ça a dû être pour lui, le grand pape de l'époque, c'est Léon XIII, on l'a un peu oublié peut-être de nos jours. Léon XIII, c'est le Jean-Paul II du XIXe siècle, incontestablement. C'est le grand pape de la fin du XIXe siècle, 1878-1903, donc c'est vraiment sa période, si vous voulez. Et puis, un nom qui va vous dire quelque chose, Benoît XV, parce que Benoît XV, effectivement, le pape Benoît XVI qu'on a connu, c'est à cause de lui qu'il s'appelait Benoît XVI. C'est effectivement le pape d'avant la guerre de 14, si vous voyez. Et puis le Pie XI et Pie XII, si vous voyez. Donc effectivement, on ne peut pas. Et j'ai voulu faire la comparaison parce que à côté de ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 présidents de la République. Si vous voulez, donc effectivement, il a connu tous les présidents de la République, si vous voulez, de Jules Grévy à Auriol, si vous voulez, donc il fait tout, si vous voulez, donc voilà, à la fois une continuité de l'Église chrétienne et de ce qu'elle était, et puis du côté de la République. Et puis avec, parmi ces 12, et plus ou moins à la fin de ces 12, l'État français de 1940 et 1944, si vous voulez. Donc voilà, ça je veux dire, parce que c'est peut-être ce qui nous manque un petit peu de nos jours, et je le disais tout à l'heure, c'est de mieux connaître l'homme qu'il était, c'est-à-dire quelle était son attitude par rapport aux autres. On connaît le poète, on a vu que c'est pas si simple que ça, si vous voulez, c'est pour ça que je remercie ceux qui ont lu ces poèmes, parce qu'on voit bien qu'effectivement, c'est pas que la forme c'est la forme qui est importante, mais on le sent aussi, si vous voulez, et puis le préfacier aussi, dont je vous ai donné un petit exemple, si vous voulez, mais il nous manque quelque chose, là, ce soir, c'est des chroniques. Alors les chroniques, c'est François Rénal qui le dit. Il dit que ça représente 25 volumes. Ce qu'il a écrit, si vous voulez. Moi, je n'ai pas lu jusqu'à présent connaissance, et je ne connais pas d'ailleurs de livres sur ça. Donc là, ça serait intéressant un jour de travailler sur les chroniques de Galion Gendarme, parce que je pense que là, il s'exprime vraiment sur les points d'actualité, ils sont intéressants. 25 volumes, si vous voyez. Donc on se rend compte, comme très souvent d'ailleurs, quand on fait la biographie d'un personnage important, on se rend compte, on se dit, mais comment ce type-là peut être à la fois professeur, un chroniqueur, traducteur,
préfacier, si vous voyez, effectivement, tout en menant une activité professionnelle soutenue. Si vous voulez. Alors, je terminerai par 2 mots. Hein, on en a parlé hier avec Mathieu, qui me disait qu'il fantasme, c'est une Auvergne fantasmée, et on n'était pas tout à fait d'accord. Je pense que l'Auvergne de Gagnon-Gendarme, c'est une Auvergne sublimée et idéalisée. Incontestablement, elle est idéalisée. C'est là qu'on se rejoint. Elle est idéalisée. Mais elle n'est pas seulement idéalisée. Elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est l'Auvergne du temps passé. Alors, j'ai lu tout à l'heure dans un de ses cahiers qui dit on ne peut pas comprendre l'avenir si on ne se rappelle pas le passé. Et c'est vrai qu'il fait ressurgir constamment l'Auvergne des temps passés, si vous voyez, effectivement. La fascination des volcans, la fascination des paysages. On l'a vu ce matin, moi je ne connaissais pas trop. Mais je le disais, c'est pas étonnant quand on est né à Murat et qu'on a vécu à la Buge et à la Vigerie, que ça imprègne toute la vie, c'est incontestable. D'être né là et d'avoir vécu là. Alors, il a passé toute sa jeunesse là, avant de partir à Bordeaux. Et puis je rappelle aussi, pour ceux qui l'ont oublié, qu'il a été même élève à Saint-Flour, puisqu'il a été élève du petit séminaire de Saint-Flour. Si vous voyez, effectivement. Donc au départ, un humaniste réel, si vous voulez, mais humaniste tel qu'on le concevait à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui tournait vers le passé, si vous voulez, effectivement, vers les Grecs, vers les Romains. Alors, pas trop les Romains, parce qu'effectivement les Romains ont battu les Celtes, si vous voulez, c'est incontestable que c'est la Celtie qui est importante pour lui, si vous voulez, mais ça permet de mieux le saisir, de mieux le comprendre aussi. Donc pour moi, c'est une Auvergne sublimée et idéalisée, si vous voyez, mais qui est quand même bien réelle, qui est bien ancrée sur son sol. Je vous remercie. Jamais une défaite, jamais de lâcheté. Ton air salubre était irrespirable au traître. Tu gardais pur le sang des Celtes, ton ancêtre. Nul ne te prit jamais de force que le vent. Comme un lac montagnard qu'emplit l'eau des orages, la coupe de tes murs débordait de courage. Saint-Flour, je te salue, âpre cité du vent. Ça ne compte absolument pas, ça fait que 80 ans qu'il l'a appris. Si vous avez des questions pour ces messieurs, ou pour la cousinade qu'ils ont organisée. Voilà, moi je suis Caroline, je suis aussi une arrière-petite-fille de Camille. Et donc j'ai fait des études d'histoire aussi, histoire des mentalités. Et je suis venue à Saint-Flour pour faire quelques recherches il y a une dizaine d'années. Et vous avez parlé d'un pan de sa vie qui je trouve très intéressant, qui est le retour à la terre. Et qui, parmi ces contradictions, voilà, il y a le passé dans la poésie, et il y a la défense de la langue occitane et le retour à la terre. Et ça, c'est très moderne. Je ne sais pas si vous avez des choses à nous dire. Il faut que je retrouve tout ce que j'ai trouvé pendant cette recherche. J'avais aussi été voir la partie paysanne de la famille, Philippe Gandillon à la Vigerie. Et voilà, il était très partagé entre son érudition et ses racines agricoles, enfin vraiment, de son père, de son frère, qui a hérité de la maison, et lui est allé de l'autre côté du col. Voilà, mais je suis à l'écoute de ce que vous direz. Oui, je vous remercie parce que ça me permet de vous répondre parce que je fais un parallèle qui n'est qu'un parallèle, hein, qui fait un parallèle entre un personnage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Henri Guillaumin, qui a écrit La vie d'un simple. Hein, et La vie d'un simple, pour lequel j'ai fait une biographie il y a quelques années, parce que cet homme-là m'a toujours passionné. C'est un paysan, mais alors c'est là la différence avec Gagnon-Gendarme, parce qu'il est paysan, et en même temps il est écrivain et poète. Hein. Il a failli avoir le prix Goncourt d'ailleurs en 1904, c'est à cause de Huysmans qu'il ne l'a pas eu, si vous voulez, donc il a fallu l'avoir, si vous voulez. Il n'a jamais quitté Ingran, donc c'est la différence aussi, si vous voulez, donc, il n'est pas du tout en route. Et il y a des points communs entre ces deux hommes, si vous voulez. C'est le retour à la terre, c'est même pas le retour à la terre, c'est
dans la terre, comme on est dans la terre, c'est même pas le retour à la terre, si vous voyez, c'est vraiment les pieds dans le sol, si vous voyez, effectivement. Et quand j'ai fait ce travail de recherche, j'ai souvent eu cette idée ils auraient pu se rencontrer, se connaître, si ça s'est passé, parce qu'ils sont morts presque la même année, ils sont nés presque la même année aussi. Donc, mais l'un est de l'Allier, donc c'est pas un Auvergnat, il est né, il a vécu toute sa vie en Iran, si vous voyez, mais j'ai souvent pensé, si vous voulez. Alors, j'aime pas trop, sur le plan de la langue, je trouve que c'est pas un lexicographe. Hein, je pense que c'est ça. J'ai lu des articles surtout. Ouais. Non, mais c'est pas. Je me trompe peut-être là, hein, si vous voulez. Mais je veux dire que, justement, à l'opposé de Mistral, c'est pas la langue qui l'intéresse. La langue l'intéresse par rapport à tout le reste, si vous voulez, à tout ce qui fait la, voilà, ce qui fait l'identité auvergnate, si on peut dire comme ça, si vous voulez. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était alors que Mistral, c'est la langue qui l'intéresse, c'est la langue d'Oc qui l'intéresse, c'est pas une question de langue, si vous voulez. Mais est-ce que vous avez retrouvé justement dans ce que j'ai dit à peu près des choses qu'il n'y a pas de vous avez dit le mot contradiction, je suis tout à fait d'accord. Il y a une contradiction chez cet homme-là. C'est une partie de sa vie qui est bouleversante aussi. Voilà. Et en fait, ce sont des articles que j'ai lus sur lui, qui sont à Saint-Flour. Je ne vais pas prolonger le débat, mais je voudrais apporter le témoignage d'un cousin, donc d'un petit-fils de Gandillon. C'est Jean-Louis Gandillon, notre cousin qui portait le nom de Gandillon et qui a écrit dans l'Auvergnat de Paris, je n'ai pas l'année, mais c'est pas tellement vieux, où il a témoigné sur la vie de retraité du grand-père. Je vais donc vous parler de mon grand-père de tous les jours. À cette époque, sans sucre ni bonbons, ni café ni tabac pour les grands, il était l'homme de la bêche. L'homme des cultures, occupé au rythme des saisons par un grand potager, une trentaine de planches, si j'ai bonne mémoire, un jardin d'agrément, un verger, un pré, un bois, un poulailler, un clapier. Il lui fallait, avec un peu d'aide extérieure et les coups de main bienvenus d'un gendre maquisard, tu verras qui c'est, entretenir, réparer, faucher, faner, bêcher, arroser, avec l'eau de pluie précieusement recueillie du grand toit de la maison dans un système de cisternes communicantes, ou bien seulement avec l'eau rapportée de la fontaine sous le harnais. Il rentrait ses récoltes de fruits et de légumes, carottes et poireaux, qu'il enfouissait à la cave, sous un sable bien sec, isolé du sol humide. Ce grand-père de tous les jours, actif et calme, était bien le fils d'une longue lignée terrienne. Il savait tout faire à la maison et au jardin, aussi bien retirer le miel des abeilles installées sous le toit, que réparer les sabots fatigués ou remonter un mur de pierre sèche qui tient toujours. Faire ses semis à temps, couper son bois pour l'hiver, cette économie de subsistance lui convenait. Et puis, il fallait constituer beaucoup de réserves pour recevoir ses petits-enfants en vacances, ceux du moins qui n'étaient pas en Afrique. Ça te dira quelque chose, Bruno. J'arrête là et j'ai la suite ici. Et j'ai un autre texte qui donne une autre image aussi de grand-père. Et ça permet de faire un témoignage à un autre Gandillon, Philippe Gandillon, qui a été maire de la Vigerie longtemps, qui est malheureusement paralysé, qui est un petit-fils du frère de grand-père, Alfred. Et il m'a donné récemment, quand on a demandé, quand grand-père était donc étudiant à Clermont, c'est une lettre de décembre 1893. Je vais avoir 8 jours de vacances, c'est-à-dire que je n'aurai pas de cours, car le travail sera exactement le même pour moi. Si cela coûtait moins, je serais venu vous voir, mais tant que je ne trouverai pas d'autres leçons, il donnait des leçons pour payer ses études. Il me faudra beaucoup économiser. Si j'osais, je vous ferai une petite liste de menues dépenses qui finissent par en faire de grosses.
cahiers, papier d'écolier à lettres, relure d'un dictionnaire allemand, où l'on m'a écorché, livre commandé à Leipzig, cravate, colle à laver et repassé, timbre du jour de l'an, cheveux coupés, cabicou, 3 francs aussi la pension pour les 2 repas. Encore j'épargne beaucoup et même ne dépense presque rien en chauffage et éclairage, car je trouve l'un et l'autre aux bibliothèques de la ville ou de la faculté. C'est grâce à la bibliothèque que je puis me passer, par exemple, de certains dictionnaires volumineux et chers. Néanmoins, je prévois qu'il me faudra un gros dictionnaire allemand. D'autre part, il me faut apprendre l'anglais, et je n'ai aucun livre de cette langue. Je compte m'adresser à Charles de la Mouraire pour qu'il m'achète un dictionnaire d'occasion. Une chose seule me fera besoin sous peu, c'est un chapeau. Celui que j'ai va à toutes les sauces et je n'en ai pas d'autre. Si je ne te rappelle pas, tu m'en enverras, s'il te plaît, le prix, avec la pension du mois prochain, soit 4 ou 5 francs, pas davantage. J'arrête là, ça continue. C'est une lettre à son frère. C'est pour ça que je voulais qu'il soit à côté de moi, parce qu'effectivement... Écrit cher papa et cher frère. Est-ce qu'il y a d'autres questions, il y a d'autres remarques? En tout cas, merci. Est-ce qu'il avait des idées politiques? Mais j'avais dit que j'en parlerais pas. Non, voilà. Non, j'avais dit que j'en parlerais pas parce que, honnêtement, enfin moi, en tout cas, je ne sais pas, Alain et puis les autres de notre famille, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Vous voyez, tout à l'heure, quand on parle de retour à la Terre, c'est vrai que de nos jours, l'expression ne signifie pas ce qu'elle signifiait en 1939. Parce que retour à la Terre, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Simone Veil, on en a parlé tout à l'heure, sur Simone Veil. On a beaucoup reproché à Simone Veil l'enracinement, qui est son dernier livre, qui était un retour à la Terre. Pourtant, Camus avait dit c'est un livre remarquable, si vous voulez, mais parce qu'on lui reproche. Mais Simone Veil n'a jamais voulu. Quand elle parle d'enracinement, elle parle des racines qu'on peut avoir, les racines ouvrières, les racines sociales. Si vous voulez. Mais j'ai lu un article et c'est pour ça que je n'aime pas cette expression. Et j'ai pas suffisamment de la cause agricole. Voilà, oui. Mais je n'ai pas suffisamment d'éléments. Je veux dire, honnêtement, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Ça permettrait de le faire à partir des cahiers. C'est pour ça que j'ai appris beaucoup plus tout à l'heure en lisant quelques pages des cahiers que ce que j'ai pu lire par ailleurs, si vous voulez, parce qu'on n'en parle jamais de ça. Si vous voulez. On a tendance à dire, et c'est pour ça que je dis, je parle très tendance à dire qu'effectivement, c'était certainement... C'est un chrétien profondément convaincu, c'est un homme de foi, ça on peut le dire. Ce qui n'est pas toujours facile à déterminer pour certaines personnes, c'est un homme de foi, incontestablement, si vous voulez. Mais est-ce que pour autant, d'après ses cahiers, il est plus monarchiste que républicain, si vous voulez. Mais est-ce que c'est pour autant quelqu'un qui est anti-républicain? Je ne le crois pas non plus, si vous voulez, parce qu'effectivement, c'est très difficile. Donc, je n'ai pas voulu en parler aujourd'hui, si vous voulez. J'ai seulement voulu traverser cette période 1871-1948 en disant, voilà, cet homme-là, tout ce qu'il a vu, il a été confronté. J'ai rien sur l'affaire Dreyfus, par exemple. Était-il Dreyfusard, était-il anti-Dreyfusard? J'en sais rien. Je ne pourrais pas me prononcer. Tant que je n'ai pas vu une phrase de sa part en disant je suis Maurice Barrès, par exemple, a profondément choqué Léon Blum, parce que Maurice Barrès était le grand personnage, et je sais que Gandhi Gendarme l'apprécie aussi, parce que Maurice Barrès, quand Léon Blum vient le voir pour faire signer la pétition pour la révision du procès de Dreyfus, pas pour l'innocenté, hein, pour la révision, Barrès dit je ne signerai jamais ça. Et Léon Blum dit de ce jour-là, mais le ciel m'est tombé sur la tête. Si vous voulez, que cet homme que j'admirais tant refuse
il refuse de signer pour la révision, pas pour dire qu'il est innocent, pour la révision. Et ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas mon grand-père qui était officier à l'époque, mais qui était colonel, je ne sais pas non plus, j'aimerais bien dans ces lettres trouver un endroit, parce que était-il dreyfusard, n'était-il pas, c'est pas le titre de dire Gandon gendarme, il ne devait pas être dreyfusard. Mais j'en sais rien, si vous voulez, je n'en sais rien du tout, c'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler, parce que, mais peut-être ça vaut la peine de travailler à partir de ces cahiers, à partir de ces éléments. Voilà pourquoi je n'en ai pas parlé. Mais oui. Mais c'est une grande question. Vous avez pu changer? Bon, moi, je vous remercie de votre conférence qui, moi, m'a permis de mieux connaître. Et surtout, j'avais une impression d'une poésie très virile. Et vous m'avez apporté beaucoup d'éléments qui me permettent d'avoir mieux compris aussi combien une personnalité peut être complexe. Et combien on ne peut pas réduire quelqu'un à une forme. Donc merci beaucoup. Moi j'ai deux questions. La première, est-ce que par hasard, dans sa correspondance, il y aurait par exemple Marie-Noël, la poétesse, est-ce qu'il l'a connue? Est-ce que vous savez s'il y a des lettres? Je pensais aussi à Peggy. Est-ce que, bon, ce serait peut-être intéressant de travailler ça, je ne sais pas. Je vais vous répondre parce que d'abord, honnêtement, si je l'avais retrouvé il y a 20 ans, j'aurais fait une biographie sur Gandon gendarme. Je l'aurais fait. Mais ça demande, j'ai un exemple, j'ai fait une biographie sur Jules Renard. J'ai découvert un Jules Renard complètement différent de ce qu'on dit. Complètement différent. Poil de carotte, ça, mais complètement différent. J'ai relu, parce que j'ai relu toute la correspondance, je suis allé sur place, et j'ai découvert un Jules Renard que je ne soupçonnais pas. Là, j'ai pu faire une biographie, si vous voulez. C'est un homme qui est profondément divisé, et c'est vrai que, si vous avez perçu ça, il y a une contradiction chez cet homme-là. Mais je n'ai pas pu l'apercevoir pour aujourd'hui, si vous voulez. Je ne pouvais pas la donner, sincèrement, mais c'est vrai que ça m'en donne la peine, si vous voulez. Je l'aurais fait, il y a 20 ans, j'aurais sûrement fait une biographie sur Gandon gendarme, c'est certain. Et ça demande un travail vraiment sérieux et profond, si vous voulez. Mais vous avez bien perçu ça, il y a des choses, des interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme-là décide à un moment donné, par devoir, moi j'appelle ça par devoir, pour simplifier, par devoir de dire, j'épouse en 1905 Jeanne Mathieu, j'ai 4 enfants, ben je continue cette voie-là que j'appelle le devoir. Ben, mon plaisir, c'est la poésie, mon plaisir, Dieu sait qu'il a fréquenté tout le monde littéraire de l'époque, si vous voyez, il aurait été certainement plus heureux, entre guillemets, en étant là. Non. Voilà, je ne sais pas, donc on ne sait pas, je ne sais pas, mais je pense que si je ne le ferai pas maintenant, si vous voulez, mais si je l'avais fait, je pense que si quelqu'un un jour s'y intéresse, découvrira un homme certainement beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, beaucoup plus complexe que ce qu'on dit, si vous le voyez, effectivement. Déjà, j'ai eu du mal à bien percevoir, mais c'est parce que j'ai travaillé un petit peu, parce que j'étais étonné par la dureté de ces poèmes. Ils sont durs, ils sont pas sentimentaux, quoi. J'ai voulu essayer de comprendre. Et quand j'ai vu qu'effectivement c'était un parnassien pur, ça m'a permis de répondre, vous voyez. C'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus. Pardon. Pour répondre à Bruno là, sur l'engagement politique, j'ai trouvé le poème Illusion. Je ne sais pas si tu le connais. Je le lis rapidement, il n'est pas long. Le village en fureur, tout hérissé de faux, a d'une poutre énorme enfoncé la grande porte. On a tué le Seigneur. Bravo, la bête est morte. Nous en avions assez de nourrir les châteaux. Sous la pioche sont croulées fenêtres et créneaux, où chaque jour encore prend sa pierre et l'emporte. Mais on a dû laisser, tant la masse était forte, le donjon noir, témoin des siècles féodaux. Et depuis lors, traitant ses fiers aïeux d'esclaves, le paysan ravi d'avoir changé d'entrave obéit platement aux ordres de Paris. Il n'a plus à nourrir que la tourbe des villes, l'impôt s'aggrave avec les discordes civiles, et sous le vieux soleil, au donjon, tu souris. Je veux dire, vous voyez que c'est... Ben oui, bien sûr. Vous voyez comme quoi c'est le poème qu'on a entendu juste avant. Si on extrapole à partir de là, on va faire un portrait
gendarme. Et là, donc, c'est plus complexe que ça. Bien sûr qu'il y a la sensibilité. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sensibilité chez Marion Gendarme. Je dis que, comme c'est un parnassien, c'est la forme qui est plus importante que l'état d'âme. Oui, effectivement. Mais on voit bien qu'il n'y a rien que ces deux poèmes montrent bien la diversité du personnage. Vous voyez, effectivement. Merci. Bon, bien voilà.